Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous avez dans vos propos introductifs fait état qu'il ne fallait pas constamment se référer au passé sur les Grenelles des salaires, revenir aux années 68. Si vous me le permettez, moi je vais revenir au XVIIIe siècle, et notamment en citant un exemple repris par Marx dans Le Capital. Et il disait, à la fin du XVIIIe siècle et pendant les 20 premières années du XIXe, les fermiers et les landlords anglais rivalisèrent d'efforts pour faire descendre le salaire à son minimum absolu. À cet effet, on payait moins que le minimum sous forme de salaire et on compensait le déficit par l'assistance paroissiale. Madame la Ministre, nous vivons de nos jours une situation analogue. Votre gouvernement imagine régulièrement de nouveaux dispositifs pour compenser les salaires trop bas. Elles ont été citées, mais la prime d'activité, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et dernièrement l'indemnité inflation font partie intégrante de cet arsenal. Par la prééminence de ces dispositifs, vous entretenez une situation dans laquelle les montants des salaires sont insuffisants pour vivre et les travailleurs sont de plus en plus soumis à la contingence de ces aides. Force est de constater que nous ne parlons pas du même dialogue social. Nous vous parlons salaire, vous nous parlez de primes. Pour mémoire, je rappelle que la rémunération annuelle nette d'un salarié payé au niveau du SMIC se répartit désormais en 84% de salaire et 16% de primes de pouvoir d'achat versées par l'État. Ces primes représentent l'équivalent d'un 13e mois de salaire, d'un 14e et même un peu plus. Autant de rémunérations qui devraient être du salaire. Par ces dispositifs, l'argent public vient substituer des revenus à des salaires. En ce sens, cette stratégie est une aubaine pour les entreprises. À court terme, leurs salariés touchent plus pour un coût maîtrisé et à long terme, les salaires restent bas. Mais il y a des perdants. Ce sont les travailleurs qui, eux, perdent sur presque tous les plans, car leurs revenus devenus imprévisibles. Car je rappelle qu'une aide distribuée par l'État peut s'arrêter à tout moment, alors qu'un salaire ne peut être baissé de façon unilatérale par l'employeur. Par ailleurs, leur progression salariale de carrière est ralentie. Enfin, pour la double peine, ils cotisent moins pour leur retraite car ces revenus ne sont pas soumis à cotisation sociale. Ce constat est sans appel et ne se limite pas au secteur privé, loin s'en faut. Désormais, du côté du salaire, diverses primes et indemnités, plus ou moins individualisées, occupent désormais une place importante dans la rémunération des fonctionnaires. Elles représentent un quart de leur rémunération, elles permettent à l'État de compléter un salaire qui n'augmente plus. Ces tensions salariales doivent nous amener à une approche qui n'est pas uniquement comptable, car à bien y regarder contre le salaire, les dispositifs imaginés depuis 20 ans en faveur du pouvoir d'achat sont traversés par un important sous-entendu. Qu'il s'agisse de la prime d'activité, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat ou de l'indemnité à inflation, les primes de pouvoir d'achat ont en commun de poser les travailleurs comme des êtres des besoins et de les réduire à cette condition. La question de la satisfaction de nos besoins, notamment matériels, est importante et même incontournable. Mais sommes-nous seulement des êtres voués à dépenser ce qui nous est accordé de façon contingente sur un marché de biens et services dont la maîtrise nous échappe totalement? Le salaire ne se limite pas à cette considération. Tel qu'il s'est construit au cours du XXe siècle, le salaire permet de reconnaître le travailleur, qu'il soit en emploi ou hors emploi, comme un producteur de valeur économique. Il n'est pas en ce sens étranger que les revendications salariales se mêlent souvent aux revendications entourant les conditions de travail. Notre pays n'y coupe pas et plusieurs mouvements de grève revendiquant une augmentation des salaires se sont enclenchés à l'automne et l'hiver 2021, y compris dans des secteurs peu enclins aux grèves. Nous avons pu constater de fortes mobilisations dans plusieurs enseignes de la grande distribution. Aux revendications d'augmentation générale des salaires de l'ordre de 5%, les employeurs ont répondu par des propositions d'augmentation de 1 ou 2% et par des mesures contournant le salaire avec le doublement de l'indemnité inflation, le versement de primes ou encore l'augmentation des remises en magasin. C'est factuel, les primes sont devenues des éléments importants de rémunération pour les titulaires de bas salaires. Et finalement, les travailleurs qui mettent en valeur un capital dans le secteur privé se paient de plus en plus eux-mêmes en tant que contribuables. Cela n'est pas admissible. Dans ce contexte,
Et alors que la période de négociation annuelle obligatoire commence ce mois-ci, j'appelle à ce que nous convoquions un Grenelle des salaires avec les organisations syndicales et patronales afin qu'une réponse systémique et collégiale soit apportée aux travailleurs de notre pays. Nous sommes aujourd'hui réunis à l'initiative du groupe socialiste pour débattre du partage de la richesse créée dans notre pays. Nous pensons que ce partage équitable doit pouvoir être discuté dans le cadre d'un Grenelle des salaires. C'est un fait, la France manque de bras. Dans nombre de secteurs, les offres d'emploi restent sans réponse et les employeurs s'arrachent les cheveux. Dans cette conjoncture, le pouvoir politique tient une responsabilité toute particulière. Comme le disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. La première des responsabilités, c'est donc de nommer correctement les maux qui traversent le monde du travail contemporain. Ce n'est qu'une fois rigoureusement identifiés qu'ils éclairent la conjoncture actuelle. On peut communément définir la fonction première du travail comme une manière de gagner sa vie tout en contribuant à lui donner du sens. À l'inverse, quand il ne permet pas de vivre dignement ou qu'il se résume à des tâches dont on ne voit pas la finalité, le corps social craque. Avec une génération de plus en plus diplômée et conscientisée, bien plus qu'avant, remontent les aspirations des salariés à des salaires décents ainsi qu'à une meilleure redistribution et des conditions de travail plus fidèles à ce qu'une société moderne se doit d'offrir. La plupart des candidats à l'emploi sont évidemment attachés au salaire, mais dans le même temps, ils attendent de l'entreprise qu'elle soit sensible aux valeurs environnementales, au dialogue social et au respect de la vie familiale. Quand de surcroît, la vie familiale est déstabilisée par des emplois du temps découpés, des temps de transport à rallonge et des logements à prix prohibitifs, le travail devient l'objet d'une longue plainte journalière et seule sa rémunération permet de le rendre acceptable. Ne nous y trompons pas, la valeur travail n'est ni de droite ni de gauche, elle est universelle, en ce sens qu'elle permet d'émanciper et définir les individus dans nos sociétés modernes. S'intéresser au salaire, c'est s'intéresser aux fruits du labeur. En ce sens, le salaire est éminemment politique. Aujourd'hui, de quoi dépend le salaire ? D'une façon simpliste, je serais tenté de dire que le niveau des salaires peut être relié à la redistribution du chiffre d'affaires des entreprises au sein de deux pôles principaux. Le salaire, à savoir la rémunération des travailleurs pour leur travail, et les profits, à savoir la rémunération du capital. Depuis les années 1980, les chiffres sont formels. La part des salaires est grignotée par des profits toujours plus importants. Ce déséquilibre croissant est susceptible d'entraîner derrière lui son cortège d'inégalités. En effet, en accordant une plus grande part aux profits, on favorise les détenteurs de capitaux et nos sociétés post-industrielles tendent à exacerber cette tendance. À cela s'ajoutent de nouveaux modes de vie modernes qui sont de nature à créer une nouvelle économie basée sur l'intelligence artificielle, les impressions 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies. Pouvons-nous penser que cela participe positivement sur la rémunération des salariés ? J'ai du mal à le croire. Pour bon nombre d'économistes, la robotisation de l'économie n'aurait pas nécessairement d'effet sur l'emploi et la répartition du revenu. Mais en dépit de tous ces bouleversements macroéconomiques, il n'en reste pas moins que la cause principale des pénuries soudaines de main-d'œuvre qui est à l'œuvre est avant tout liée au salaire trop bas dans certains secteurs. J'y reviendrai plus tard, mais l'exemple de la restauration est le plus criant. À ce titre, il est révélateur que l'exécutif chante les louanges de la loi de l'offre et de la demande pour toute décision d'inspiration libérale, comme la dérégulation des salaires des grands patrons, mais trouve révoltant qu'elle profite pour une fois aux salariés les moins fortunés. J'entends déjà certains pourfendeurs de l'assistanat présumé nous dire que notre modèle social n'encourage pas le retour à l'emploi. Je rappelle, à toutes fins utiles, que la pénurie de main-d'œuvre explose même dans les pays sans droits sociaux, comme les États-Unis, où le Big Quit a entraîné la démission de près de 5 millions de travailleurs en 3 mois. Il vous faut donc quitter les postures faussement moralisatrices sur les gens qui déconnent, dixit le président de la République, et s'attaquer au nœud du problème. Le nœud du problème, c'est manifestement les salaires, et nous devons aborder ce sujet avec honnêteté et ne pas travestir la réalité. Car voilà bientôt 1 an maintenant qu'une sorte de fable s'est installée dans le débat public.
À en croire ceux qui la propagent, les salaires dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est confronté de longue date à des tensions de recrutement, ont augmenté, tenez-vous bien, de 16% cette année. La réalité est tout autre, car dans les faits, l'augmentation réelle n'a été que de 4%. Les principaux véhicules de cette légende sont le patronat et la majorité gouvernementale qui l'invoquent à tout bout de champ pour contrer les critiques sur la stagnation des salaires face au contexte inflationniste. Mais cela ne peut pas durer indéfiniment. La question que pose l'augmentation des salaires, c'est surtout la juste répartition de la richesse entre le travail et le capital, et donc incidemment l'augmentation des plus bas d'entre eux. Le cas de l'entreprise Total est édifiant. Alors que le pétrolier bat un nouveau record en dégageant un bénéfice de 17 milliards de dollars, dans le même temps, les raffineries sont bloquées par des salariés grévistes demandant une revalorisation salariale, avec un refus complet de la part de la direction. Pourtant, dans le même temps, le conseil d'administration du groupe avait annoncé mi-septembre vouloir, je cite, « partager avec ses actionnaires les forts résultats de la compagnie par un acompte sur dividendes exceptionnels, soit 2,6 milliards d'euros de plus reversés à ses actionnaires ». Le plus inacceptable dans ce conflit réside indéniablement dans le fait que le montant que représentait la revalorisation des salaires demandés par les salariés représentait seulement 150 millions d'euros supplémentaires chaque année. 2,6 milliards accordés en faveur du capital contre 150 millions refusés en défaveur du travail. Cet exemple illustre, Madame la Ministre, à lui seul le propos que je tiens. Et il est aussi symptomatique des concessions qui sont communément admises pour le capital et que l'on refuse systématiquement pour les revenus du travail. Osons le dire, la juste valorisation salariale du travail est un principe cardinal, en ce sens qu'elle représente le principal point de friction dans nos sociétés, bien plus qu'un principe d'égalité. C'est aussi le ciment de la cohésion sociale. Il est révélateur de voir que les inégalités de revenus sont, selon une étude du ministère de la Santé de 2018, parmi les moins acceptées et les plus injustement vécues. Cette injustice est d'autant plus mal vécue que les travailleurs français, qu'ils soient salariés ou indépendants, font partie des plus productifs d'Europe, avec près de 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Justice salariale et rééquilibrage du revenu du capital sur celui du capital, du revenu du travail sur celui du capital. Tel est le prisme, mes chers collègues, par lequel doivent être abordés nos débats aujourd'hui. Sans dogmatisme ni tabou, nous devrons pouvoir collectivement dégager les contours d'un Grenelle des salaires que j'appelle de mes voeux, afin que nos concitoyens puissent percevoir la transcription tangible de nos débats et que nous ne nous cantonnions pas à des postures partisanes. Nos compatriotes nous pressent urgemment d'agir. Soyons à la hauteur collectivement. Je vous remercie.